inciter à la qualité en médecine, c'est une question qu'on ne devrait même pas se poser, tant les principes éthiques fondamentaux nous rappellent dans les valeurs initiales depuis la plus haute antiquité que d'abord il ne faut pas nuire et qu'ensuite il faut soulager en mettant à disposition de nos patients toutes nos ressources intellectuelles selon l'état de l'art. Et donc c'est vrai que pour les patients et les usagers, avoir même le principe d'inciter à la qualité peut paraître quelque chose d'un peu étonnant. Mais c'est vrai que dans nos sociétés modernes, une valeur nouvelle s'est immiscée dans le débat depuis une trentaine d'années, et qui est la notion de la soutenabilité pour les collectivités et pour les individus des dépenses de santé, ce qui fait remettre en face du dur principe de réalité qui pourrait remettre en question même le principe de justice sociale et d'équité, et si la puissance publique, les professionnels et les patients ne prenaient pas en compte toutes ces dimensions. J'ajouterais que l'irruption dans le dialogue singulier qu'avaient jusqu'à présent les professionnels de santé, professions médicales et paramédicales avec leurs patients, l'irruption du patient sachant, qui s'est informé, qui en sait de plus en plus, et la demande collective de plus en plus de transparence, ça ébranle ce qu'on pourrait appeler la viscosité intellectuelle d'un certain nombre d'acteurs, les médecins en premier, qui jusqu'à présent, avec les meilleures intentions du monde, préféraient garder sous un voile d'ignorance des considérations qu'ils considèrent comme trop terre-à-terre, ne serait-ce que les considérations financières, au prétexte de grands principes qui deviennent un petit peu obsolètes, notamment à l'ère de l'irréputation. Tout à l'heure, on en parlait. Depuis une trentaine d'années, les décideurs et les professionnels ont essayé de mettre en place un certain nombre de solutions pour améliorer la qualité en continu. Ça a été l'evidence-based medicine, la guerre aux fraudes, la chasse au gaspillage, des directives de bonne pratique. En France, ça s'appelait les RMO, il y a un peu plus de 20 ans. Communication et campagne vers les usagers, antibiotiques, c'est pas automatique. Mise en place des dispositifs de FMC, DPC, certification, recertification outre-Atlantique ou outre-Manche, système d'information comme le DMP, avec plus ou moins de succès ou plus ou moins d'implication des professionnels et des patients. Puis, comme ça a été montré dans l'expérience IPAX, se sont tournés vers des dispositifs d'incitation financière, comme le paiement à la performance. Alors, le P4P en Angleterre ou aux États-Unis, aussi bien en ville que dans les établissements hospitaliers. Chez nous, donc, ceux qui viennent vous être présentés, puis en ambulatoire ou en ville, les CAPI, puis les ROSP. L'efficacité de ces dispositifs, globalement, peine à être démontrée. C'est vrai que souvent, quand on regarde entre les lignes de la littérature, on peut s'apercevoir que ces dispositifs ont souvent été mis en place plus pour apporter des valorisations ou des revalorisations professionnelles que comme des réels outils d'amélioration de la performance. Les raisons de ces échecs relatifs sont multiples et ne doivent surtout pas faire rejeter ces dispositifs. Premièrement, ces dispositifs s'adressent d'une manière générale à des grands ensembles globaux, grands ensembles de patients, grands ensembles de services, grands ensembles de professionnels, les patients pathologies ou des populations, sans cibler les groupes à haut risque. Et ce sont justement ces groupes à haut risque, ceux chez lesquels on voit que ces processus de qualité sont les plus efficaces, dans ces groupes où la dépense est la plus importante. Et il est scientifiquement démontré que c'est en s'attachant à ces groupes spécifiques qu'on a les meilleurs résultats dans tous ces processus. Deuxièmement, et ça a été évoqué par Étienne Mainviel, les indicateurs qui sont utilisés mesurent ce qui est immédiatement accessible, ce qui existe, et non pas forcément ce qui serait
plus pertinent de mesurer. C'est ce qu'on appelle le classique effet réverbère. On évoluera, mais comme l'a dit Étienne tout à l'heure, on démarre actuellement avec, en gros, ce qu'il y avait en magasin. Et bien sûr, il faudra évoluer. Pour évoluer, on pourrait s'orienter vers 3 pistes de réflexion. La première, et avant tout la plus importante, c'est de raisonner en besoins globaux des patients et non pas en fonction de l'offre, planifiée ou pas, du système de santé. Les patients, avec l'émergence des pathologies chroniques, ont besoin d'équipes de soins et non plus d'exercices individuels. Ces équipes doivent être pluridisciplinaires, pluriprofessionnelles et à géométrie variable en fonction des pathologies. C'est ce qu'on peut appeler des soins intégrés qui doivent être développés et qui devront être évalués. Ensuite, mettre plus l'accent sur les résultats obtenus que sur les process. Et quand je parle des résultats, ce n'est pas tant des résultats médicaux que des résultats fonctionnels ou ce qui peut paraître pertinent aux patients. On peut parfaitement réussir une opération de remplacement d'un genou, d'une prothèse totale de genou, parfaitement réussir, et pourtant le patient a tout aussi mal après qu'avant. Ça, pour le patient, c'est l'impact qui compte et que nous devrons prendre en compte dans les différents indicateurs. Et puis, troisième point, ça a été dit, redit, mais on ne peut que développer. Nous avons fondamentalement besoin du développement de système d'information qui permettra en routine de recueillir tous ces indicateurs qui pourront mesurer les impacts des processus qu'on met en place et qui sont actuellement très difficiles, ces impacts à mesurer. C'est donc dans cette direction que les incitations financières pourraient être fléchées, que ces incitations soient positives ou négatives, qu'elles soient financières, intellectuelles, scientifiques, ou qu'elles soient, on l'a dit à la fin, en termes de reconnaissance existentielle du travail bien fait, qui est quand même la valeur fondamentale qui porte l'esprit du travail en équipe. Donc nos intervenants à qui on a demandé de réfléchir et de nous présenter en prospective, compte tenu de toutes les expériences qui ont été montrées actuellement, vont, je l'espère, nous montrer dans quel sens il faut inciter ce travail à la qualité et est-ce qu'il peut y avoir une ambiguïté entre une normalisation des pratiques et une qualité des pratiques. Ma réflexion est plutôt un peu générale et conceptuelle. Tout simplement parce que même si j'ai beaucoup travaillé avec Étienne il y a fort longtemps, j'ai quand même un peu décroché des questions très techniques liées à la mesure de la qualité et à la mise en place effectivement de dispositions autour des incitations à la qualité. Et j'ai juste éprouvé le besoin de revenir un petit peu aux fondamentaux de la réflexion sur les incitations. Alors, des incitations et ensuite évidemment appliquées à la qualité. Il y a un thème que je n'aborderai pas, parce qu'il a été abordé plusieurs fois, mais à ce moment-là, il faudrait que Jean-François me donne une autre heure, qui est le lien entre T2A et incitation à la qualité et la mise en place effectivement d'une T2A à la qualité. Ça nous emmènerait un petit peu trop loin. La problématique du régulateur, je pense que c'est de ce point de vue-là qu'il faut qu'on parte, puisqu'on est dans un système d'assurance, on est dans un système de couverture universelle, on pourrait dire avec un service public hospitalier général, même si dans la loi, le service hospitalier privé ne fait pas partie du service hospitalier public, néanmoins il participe à l'offre de soins au niveau général. Et évidemment, pour le régulateur, il est tenu, il a des bonnes raisons effectivement de s'assurer que la qualité des soins soit du meilleur niveau possible, ne serait-ce que parce que des services de mauvaise qualité peuvent se traduire par des comportements finalement des patients, enfin des dommages pour les patients, mais aussi des comportements des patients qui peuvent mettre en danger le système. J'aime beaucoup le travail de Hirschman, que vous connaissez peut-être, qui est assez ancien, qui s'appelle Exit, Voice and Loyalty, qui s'intéresse effectivement qui s'intéresse aux entreprises en réalité, qui s'intéresse effectivement à la dimension concurrentielle entre les entreprises et au comportement des clients. En fait, ce que dit Hirschman dans son livre, c'est que que les usagers ou les clients
peuvent se comporter vis-à-vis des entreprises dont ils sont les clients de 3 façons principales. S'ils ne sont pas satisfaits du service, ils peuvent, c'est voter avec ses pieds. L'exit, c'est voter avec ses pieds. Ils désertent l'entreprise ou l'établissement concerné, ce qui, dans le cas du système de santé français, avec le système de financement actuel, entretient une spirale, en fait, descendante, puisque les clients désertent l'établissement, qui continue d'avoir des frais fixes, et dans la logique actuelle, qui est dans une spirale descendante à la fois de qualité et de performance économique. Les clients peuvent se révolter. On a entendu les usagers, en fait, là. Donc, ils se révoltent déjà parce qu'ils ont l'impression de ne pas être pris en compte dans cet exercice. C'est pas encore le cas en France au point que ça l'est, par exemple, aux États-Unis au travers de la judiciarisation du système. Mais on voit aussi là comment ça peut conduire à une augmentation des coûts significatifs, des coûts de judiciarisation, effectivement, en termes de pratiques défensives, mais aussi en termes de destruction de réputation. Les clients en France, les usagers, sont plutôt loyaux, mais c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas le choix, mais du coup, parce qu'ils estiment que le coût de sortie du système est supérieur au fait de pouvoir en bénéficier. Mais au fond, ça, c'est de la résignation, c'est pas terrible. Et le neglect, qui a été rajouté après, la négligence, c'est les clients ne vont pas à l'hôpital, ne recourent pas à l'hôpital, et donc éventuellement, en dernier ressort, ils viennent dans un état dégradé, ce qui conduit à la fois à des moins bons résultats et qui va coûter plus cher à la collectivité. Donc voilà 4 bonnes raisons, 4 comportements que le régulateur public doit s'efforcer d'éviter. Il doit s'efforcer de l'éviter aussi dans le cadre, j'espère que ça marche, d'une exigence d'égalité, de la qualité dans l'accès aux soins sur tout le territoire. En fait, ce qui est intéressant dans cette discussion sur la qualité, c'est qu'au fond, normalement, le régulateur et le public devraient exiger qu'on ait le même niveau de qualité partout, et évidemment le meilleur niveau de qualité possible. Donc il faut mettre en place des conditions pour que cette égalité d'accès soit respectée et que cette contrainte s'applique à tous. Ce qui conduit sur la question de l'amélioration et de la normalisation, que je ne traiterai pas, que je laisserai à Martine, de dire oui, il y a forcément une exigence de normalisation. On peut dire au fond aujourd'hui que principalement elle se traduit par le dispositif de certification, je simplifie bien sûr dans le contexte français. Mais d'une part, arriver à la norme, il faut peut-être s'améliorer pour certains établissements, donc il n'y a pas d'antagonisme entre amélioration et normalisation. Et par ailleurs, la norme peut être dynamique. Et enfin, la norme ou la certification ne résume pas tout l'aspect de la qualité. Pour simplifier, il y a toujours cette opposition process-outcome. Ça n'est pas parce qu'on a, au fond, standardisé les process qu'on a nécessairement les meilleurs résultats. Et il y a plusieurs études qui le montrent. Donc, quelque part, il y a aussi la nécessité de mettre en place d'autres dynamiques qui sont des dynamiques d'amélioration pour améliorer les résultats. Au passage, quand même, en tant qu'économiste, je suis toujours choqué entre le fait qu'on parle d'efficience d'un côté et de qualité de l'autre. La qualité fait partie du résultat pour un économiste, donc fait partie du numérateur du ratio d'efficience. On parle d'efficience en France essentiellement sur les coûts, et on oublie que le résultat, ça n'est pas simplement le nombre de patients pris en charge à coût donné, mais aussi évidemment l'état de santé et la qualité de ces résultats. Alors, j'aborde vraiment le cœur de mon sujet, qui sont les incitations, en revenant rapidement sur l'approche des incitations en théorie économique, mais au-delà de la théorie économique, en réfléchissant au type d'incitation possible. Et puis, bien sûr, il y a 2 points que je n'aborderai pas dans le détail, mais qui sont qu'on a un élément de complexité qui a été évoqué plusieurs fois, qui est que la qualité est un concept multidimensionnel et que en fait, on mesure des morceaux de qualité, et on a beaucoup entendu dire que les indicateurs d'IFAC, c'est simplement une partie, finalement, de la qualité. Et puis, un deuxième élément de complexité, évidemment, c'est que l'hôpital, c'est une organisation, c'est pas un homo economicus tout seul, et donc il y a une dynamique, il y a une problématique d'implication et d'appropriation, effectivement, des équipes pour progresser dans la qualité. Alors, il est de coutume d'utiliser le dictionnaire pour définir ce dont on parle. J'aime bien cette définition, finalement. J'ai sélectionné une définition dont j'espère que vous agréerez, j'espère que vous l'agrérez, puisqu'il s'agit quand même
du dictionnaire de l'Académie. Donc pousser vivement, exciter, stimuler, pousser quelqu'un à faire quelque chose, à adopter tel comportement, à éprouver tel sentiment. Bon, une petite remarque au passage, quelle importance dans la définition accordée à l'adverbe vivement? Y a-t-il de la place pour des incitations molles, comme le dirait mon ami Moidon, avec quelle efficacité, ou douce? Mais au fond, c'est une définition qui ne donne pas tellement d'indications sur la façon d'inciter. Et chemin faisant, petite question en l'air, l'obligation réglementaire est-elle une incitation? En principe, non. Mais tout dépend évidemment de la vigueur avec laquelle elle est appliquée et avec laquelle la menace de la sanction du non-respect est réelle. Alors, une fois dit ça, je voudrais plutôt rentrer dans ma première partie qui est de dire qu'est-ce que c'est que l'incitation pour les économistes. C'est en fait l'approche économique des incitations, c'est développée pour traiter des situations de transactions économiques entre acteurs où l'un des acteurs ne dispose en fait d'une asymétrie, d'une rente d'information, d'une asymétrie d'information par rapport à l'autre, qui lui permet de tirer avantage de cet échange. Dans le domaine hospitalier, l'asymétrie d'information vient principalement de la complexité de l'organisation hospitalière. Bien entendu, cette asymétrie d'information s'est beaucoup et grandement améliorée au cours du temps avec le PMSI et la production des indicateurs qualité, mais l'hôpital reste quand même une organisation complexe et difficile à observer en tant que telle. Alors, qu'est-ce qu'on appelle tirer avantage dans cette affaire-là? C'est la définition en fait, de l'asymétrie d'information, c'est au fond capter une partie de la valeur produite. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas le terme valeur, j'y reviendrai dessus. Capter une partie de la valeur produite qui est plus élevée que celle qu'on obtiendrait si l'information était parfaite entre les deux acteurs. Et on met ça en scène sous la forme d'une relation entre un principal, ici le régulateur, et un agent, ici les établissements hospitaliers ou les services de santé, à qui le premier délègue évidemment la responsabilité de fournir un service ou de produire un bien, ici les soins de santé. Donc, quelles ressources le régulateur a-t-il pour réduire cette asymétrie d'information et de s'assurer que, effectivement, le partage de la valeur est partagé entre l'établissement et la collectivité? Il ne s'agit pas de l'État, en l'occurrence, qui récupère une partie de la valeur, c'est la collectivité. Il doit mettre en place des actions dont l'objectif principal est de stimuler un effort, c'est la terminologie économique classique, donc consacrer des ressources à la poursuite des objectifs du principal et pas simplement à la poursuite de ses propres objectifs. Alors, quels peuvent être les propres objectifs d'un établissement? Attention aux exemples que je donne, ils n'ont pas de caractère ni stigmatisant ni péjoratif. Acheter la paix sociale, faire des investissements qui ne sont pas au cœur des missions de l'hôpital. Il y a plein d'autres, effectivement, utilisations finalement de cette rente de l'information qu'un établissement peut faire, qui ne vont pas nécessairement dans le sens des orientations souhaitées par le régulateur. Je reviens sur le partage de la valeur. Qu'est-ce qu'on entend par valeur dans ce cas-là? Je pense que dans ce cas-là, c'est véritablement les résultats pour le patient et l'obtention des résultats pour le patient au meilleur coût. Si les soins sont de mauvaise qualité, il y a perte de valeur pour le patient, il y a perte de chance, il y a perte de valeur, puisqu'il y a perte de bénéfices en santé, et il y a éventuellement aussi des ressources gaspillées pour la collectivité. Alors, il y a une autre question qui est importante évidemment, mais qu'on n'a pas le temps de débattre ici, c'est quel est le niveau de qualité que l'on vise? Quelle est la norme de bonne performance que l'on vise et comment elle va évoluer au cours du temps? Dans IFAC, au fond, le niveau de qualité attendu, enfin les indicateurs de qualité attendus et les niveaux de qualité attendus et leurs pondérations ont été faites, comme Étienne l'a présenté tout à l'heure, avec un process de ratio-démocratie que je ne connaissais pas. Bon, mais on peut poser cette question. Alors, donc il y a partage de la valeur, oui, c'est bien de s'assurer effectivement qu'il n'y a pas de perte de chance finalement pour le patient et qu'il n'y a pas de ressources gaspillées pour le système. Les ressources gaspillées, par exemple, ça serait évidemment les réhospitalisations dues à des complications imputables à la qualité hospitalière. Alors, je rentre maintenant plutôt dans l'analyse des incitations. Quelles incitations possibles? Je vous propose le cadre d'analyse suivant. Évidemment simplifié, mais
ça permet de réfléchir effectivement, enfin j'espère que ça va vous permettre de réfléchir, ou ça va nous permettre de réfléchir collectivement à cette notion d'incitation. Pour moi, il y a au fond, on peut identifier 4 leviers principaux d'incitation ou de motivation, si vous voulez. Le premier, c'est le levier du calcul. Donc c'est l'incitation financière, dont la logique principale est que l'espérance de gain financier liée à cette incitation est supérieur ou égal au coût de l'effort à consentir pour atteindre la cible de qualité cherchée. Donc il y a bien un calcul qui est fait par l'opérateur, le producteur, qui est de se dire est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que le montant qu'on me propose en vaut la chandelle? Il y a un deuxième levier, et j'ai utilisé exprès une terminologie qui est imputable à Philippe Diribarne, qui a fait, dans un ouvrage qui est assez ancien maintenant, qui s'appelle La logique de l'honneur, gestion des entreprises et traditions nationales. La logique de l'honneur, ça veut bien dire ce que ça dit. C'est l'effort, il doit être fait parce qu'en fait, c'est une valeur fondamentale et intrinsèque du métier, et non pas parce qu'on est moins bon que le voisin. Donc on est tenu, effectivement, c'est une valeur pour soi, c'est une valeur pour le respect de soi-même, et pas nécessairement, entre guillemets, en relation avec un regard extérieur. Il y a la logique de la réputation, qui est plutôt celle des classements, des rankings, qui est effectivement la logique de l'émulation et de la réputation. Et là, l'important, c'est d'être bon aux yeux des autres et par rapport aux autres. Donc, on pourrait dire la logique de l'honneur, c'est je me regarde dans la glace sans avoir honte, et la logique de la réputation, c'est je me regarde dans le regard des autres sans avoir honte. Et puis, bien sûr, il y a la peur de la sanction. Ce que je voudrais avec vous, là, maintenant, c'est de discuter chacune de ces logiques plus particulièrement. Évidemment, une de mes conclusions, c'est que ce qu'il faut chercher à faire, c'est intriquer et articuler ces 4 logiques entre elles. Alors, peut-être pas la peur de la sanction, mais on verra ça après. Dans ces conditions, admettons que les objectifs du payeur, ça soit effectivement d'amener tous les établissements à un haut niveau de performance qui va bien sûr lui incomber de déterminer, mais ça j'ai dit que pour le moment je ne parlais pas de ça. On est dans un système où la somme totale à consentir est limitée, donc il y a des problèmes d'arbitrage. Il y a des problèmes d'arbitrage de la somme à consentir par rapport à d'autres dépenses qui ne seraient pas des dépenses ciblées sur la qualité, mais il faut être conscient qu'on est dans un gâteau fermé, de taille fixe. On fait aussi l'hypothèse que les établissements connaissent leur niveau de performance par rapport à cet objectif, c'est-à-dire qu'ils ont mis en place déjà les outils d'observation, ou plutôt il y a eu l'incitation nécessaire pour que les établissements connaissent effectivement leur niveau de performance. Évidemment, les 4 leviers peuvent jouer simultanément, mais ils peuvent aussi conduire à des choix différents de la part des établissements. Je voudrais insister sur le fait, parce que je crois que Jean-François l'a dit, Étienne l'a dit, il me semble que quoi qu'il arrive, la logique de l'honneur doit toujours être là. C'est une partie intégrante du système de valeur des équipes soignantes, même si la T2A a peut-être eu tendance à survaloriser une logique de calcul ces dernières années. Mais s'il n'y a pas de logique de l'honneur, c'est un petit peu embêtant. Le levier du calcul, j'en ai un petit peu parlé, donc c'est l'incitation financière. En principe, le modèle pur dirait conduit en théorie à estimer, à ce que l'établissement fasse un calcul de l'effort qu'il a à faire pour atteindre la cible, et il doit rapporter ce calcul, qui est compliqué à faire, avec cet espoir de gain, ce qui peut conduire à des paradoxes, c'est-à-dire qu'à la limite, plus un établissement est près de la cible, moins l'effort est grand. Donc, si on lui donne beaucoup, finalement, on le rémunère au-delà, finalement, de l'effort qu'il a fait. Donc, à la limite, son bonus devrait être moins important, ce qui n'est pas tout à fait le cas dans le modèle IFAC, mais il y a aussi ce qu'a dit Étienne, il faut sans doute intégrer dans le bonus versé aux établissements très performants le fait qu'il y a un effort à faire pour maintenir la qualité au cours du temps. Alors réciproquement, plus l'établissement est loin de la cible, plus l'effort à faire est grand, donc plus l'aide, en fait, plus l'incitation à faire devrait être importante, tout en sachant évidemment que l'aide ne va pas couvrir l'ensemble des coûts de l'effort. Il faut qu'il y ait un partage du risque ou un partage de l'effort entre le régulateur et le payeur.
Donc là, on est plutôt sur une logique, effectivement, de payer dans un premier temps à l'amélioration, hein, c'est un peu ce que fait IFAC, plutôt qu'à payer au niveau dans la partie. Alors, discutons un petit peu de ce levier de calcul. Donc il y a un problème de calibrage, et clairement du bonus pour ceux qui sont loin de la cible, parce que ce n'est pas facile pour le payeur de l'extérieur de connaître l'effort que doit faire chaque établissement pour y arriver. Si le bonus est trop élevé, il y a un effet d'aubaine. S'il est perçu comme trop faible, il y a une désincitation effectivement à faire l'effort. Et puis par ailleurs, pour ceux qui sont à la cible ou proches, si l'incitation ou le bonus est trop faible, ça risque de ne pas reconnaître leur excellence, mais un bonus trop élevé, comme je le dis, peut créer un effet d'éviction pour d'autres établissements, c'est la taille du gâteau qui est fixe, et puis il y a ce coût de maintien de l'effort. Donc il y a calibrage du bonus, dans le cadre du levier de calcul, il y a cette difficulté finalement de créer une incitation suffisante pour appeler à l'effort, mais de ne pas surrémunérer cet effort, et plutôt effectivement rémunérer la progression que de rémunérer, disons, on pourrait dire, le maintien du niveau. La logique de l'honneur, je crois que vous avez compris ce qui était derrière, elle doit exister pour moi, quel que soit le régime d'incitation choisi, parce que c'est au cœur des métiers des soignants. Elle n'appartient pas au registre du calcul. Elle se justifie à elle-même, elle justifie à elle-même l'effort nécessaire pour offrir des soins de qualité, quel que soit le coût de cet effort. La difficulté dans la logique de l'honneur, c'est qu'elle ne suffit pas seule, parce que l'effort ne peut ne pas être efficace. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des gens extrêmement motivés, et c'est le cas quand même des soignants au système de santé français, mais dont les efforts pour améliorer la qualité sont inefficients, parce qu'ils ne choisissent pas les bonnes solutions, parce qu'ils ne sont pas dans un mode organisationnel. Donc la logique de l'honneur a besoin d'être encouragée et d'accompagner par une guidance sur les meilleures pratiques, le benchmark, pour effectivement quand même canaliser cette logique vers des modèles efficients d'organisation. Sinon, on a un risque effectivement d'emploi inefficace de ressources rares. Alors, question dont on a parlé, cette logique de l'honneur doit-elle être récompensée? Alors c'est une question philosophique et morale, mais aussi traitée par les économistes, un peu complexe, parce que certains de mes collègues économistes se sont beaucoup intéressés à la notion de motivation intrinsèque, qui est de dire, en fond, on tire satisfaction de choses qui ne viennent pas de l'extérieur et qui ne sont pas non plus des rémunérations matérielles. En monétarisant finalement un comportement d'honneur, on peut risquer de le dévaloriser. Hein, je ne fais pas ça pour de l'argent. Mais à contrario, il est clair que, et ça apparaît finalement dans les logiques de système de paiement Pay for P, valoriser la récompense, c'est-à-dire reconnaître que ce comportement d'honneur est à l'œuvre, est important, et c'est ressenti comme positif par les équipes. Et là, la question qui se pose, c'est évidemment la nature de la valorisation. Ça peut être de la récompense symbolique ou accompagnée ou pas d'une récompense monétaire. Je vais passer un petit peu plus de temps sur la logique de réputation. C'est la logique qui est mise en œuvre dans la publication des classements, en fait. Publication des classements dans l'IFAC, des classements. Et là, elle repose sur la base de ce positionnement relatif par rapport à un groupe de référence. Là encore, si on raisonne en termes économiques, elle n'est incitative que si un établissement se retrouve déclassé par rapport aux établissements auxquels il se compare spontanément. Je veux dire, quel est l'intérêt d'un CHG de comparer son classement par rapport à un CHU prestigieux ou peut-être un CLCC très spécialisé en cancéro. Donc il y a cette notion effectivement d'espace de référence pour que cet effort existe. Et bon, c'est une logique qui donc, c'est ce que je disais, on se regarde dans le regard des autres, ou plutôt c'est le regard des autres qui vous positionne par rapport à vos concurrents ou autres établissements. Ça n'est pas une logique qui est exempte de calcul. Madame Sorrentino a dit tout à l'heure qu'en fait, son centre hospitalier était dans une logique de croissance et de gain de part de marché. Donc, la réputation est un facteur d'attraction des patients rémunéré par des ressources, des recettes supplémentaires dans le cadre de la T2A. Et donc, il y a un bénéfice, on pourrait dire, indirect et attendu de cette progression, finalement, dans les classements. Et puis, l'effort est aussi à consentir en fonction, justement, de l'importance perçue des pertes. Alors, cette logique des classements, pour moi, elle pose un petit problème. Je vous propose un petit exercice un peu hypothétique
Les pourcentages que je mets là sont totalement arbitraires, mais c'est simplement parce que c'est des choses qui ont été discutées effectivement dans la littérature, qui est que la probabilité de faire l'effort n'est pas complètement indépendante de votre rang de classement, entre guillemets, et de votre position dans le classement. Au fond, quand vous êtes dans les meilleurs, vous vous bagarrez pour y rester, ou si vous êtes cinquième, vous vous dites « tiens, j'aimerais bien être troisième ou deuxième ou premier ». Donc, vous allez maintenir votre effort. La probabilité de faire l'effort, elle est forte, parce que vous allez vous chercher à vous maintenir, éventuellement, vous allez chercher à devenir premier. Quand on est, c'est pour ça que je dis mes pourcentages sont approximatifs, hein, entre les 10% les meilleurs et les 25% les meilleurs, on va d'abord se bagarrer pour rester dans le groupe. Bon, ça dépend, si on est tout proche des 10, on va se dire je vais peut-être essayer dans le groupe de tête, mais l'effort à faire pour passer cette barre-là peut être assez considérable, et donc on se dit vaut mieux que je reste dans mon groupe, finalement. On ne veut pas descendre, on a une aversion à la perte, mais on ne veut pas nécessairement remonter si son positionnement relatif ne change pas trop. Et par ailleurs, au fond, si dans les rangs de classement, entre le 12e, le 13e et le 14e, souvent la différence est relativement faible en termes de performance. Après, on passe à un groupe qui est plus embêtant, c'est ceux qui sont... Donc, en fait, en réalité, la probabilité de faire l'effort pour ce groupe-là baisse par rapport au premier groupe. En revanche, après, on commence à rentrer dans des situations problématiques, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans les queues de peloton. On n'est pas dans les queues de peloton complètement, mais on est dans l'arrière-train, on pourrait dire, du peloton. Là, le risque de réputation devient extrêmement important, le risque de perte de réputation devient extrêmement important, donc là, il y a une incitation forte à agir. Et il y a une incitation morale forte à agir, morale et pas simplement morale, une incitation intéressée forte à agir. Donc là, probablement que la probabilité de faire l'effort va remonter. Et puis, il y a la queue de peloton, hein, il y a les établissements, mais là, je pense que les établissements qui sont vraiment très loin relèvent d'une autre action que celle de l'incitation, parce qu'ils sont probablement dans des situations de perdition, d'ailleurs que les ARS connaissent, et ils ont besoin d'un sauvetage, et non pas simplement de la mise en place d'incitation. Alors, je me suis amusé à faire un petit dessin qui représente finalement cette... probabilité, en abscisse le rang de classement, on ordonnait la probabilité d'engager un effort pour améliorer son rang de classement. Vous voyez que cette probabilité est élevée au début, décroît finalement quand on approche un peu du ventre mou du classement, et quand on a touché un peu le ventre mou du classement, on remonte, et j'ai pas mis effectivement j'en ai pas mis effectivement vraiment la queue de peloton, voiture, balai. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, enfin, en fait, ce qui est intéressant pour le régulateur, c'est... Ça ne marche pas, pardon. Zut, je reviens en arrière. J'ai un pointeur. Ouais, ce qui est problématique pour le régulateur, c'est finalement ce groupe-là, quoi, en fait. Hein, parce que celui-là, finalement, ils vont avoir une forte motivation à monter. D'ailleurs, s'ils montent, ils vont vraiment améliorer l'ensemble. Ce groupe-là, d'ailleurs, va se faire attraper. Et donc, il y a une problématique, effectivement, peut-être de doser les incitations en fonction de cet élément-là, ce qui n'est pas si facile que ça. Enfin, le dernier élément, et il me reste 4 minutes, donc je vais conclure. Le dernier élément, c'est la peur de la sanction, qui est l'inverse, en fait, de la logique de la récompense. Là encore, le problème, c'est qu'effectivement, la sanction doit être... la sanction perçue, ou les risques associés à la sanction, si elle est trop importante, elle décourage. Si elle ne l'est pas, elle n'est pas convaincante. Mais elle comporte un aspect symbolique d'atteinte à la réputation, mais là on tombe plutôt dans la logique donc, que j'ai mentionnée tout à l'heure. La sanction au sens, oui, il y a s'applique la sanction, enfin les moyens plutôt pour des établissements qui sont vraiment dans un état de qualité pas très bon, ne sont plus des moyens d'incitation, hein, c'est des moyens de sauvetage en fait, il faut aller à la ressource. Donc, conclusion intermédiaire, je vais aller vite, quel est le bon mix, c'est clair. Il faut récompenser momentanément l'excellence, mais pas trop, pour ne pas dévaloriser la logique de l'honneur. Mais il faut quand même valoriser cette logique de l'honneur par des symboles forts. Et puis, il faut aussi penser à maintenir cet effort sur l'excellence. Et en même temps, il y a une récompense aussi exogène, endogène de cet effort d'être excellent. C'est normalement un effort d'attractivité de la population, de patients. Il faut contrer l'effet amortisseur d'effet de la réputation pour ce ventre mou. Pour l'arrière-garde du peloton, il faut faire aussi appel à la logique de l'honneur et il faut bien rémunérer la progression. Et puis la queue de peloton, je l'ai déjà dit,
Mais les deux derniers points que je voudrais aborder très rapidement, et je suis presque à ma conclusion, c'est la notion, effectivement, un dispositif comme IFAX se focalise sur un certain nombre d'indicateurs, où il y a des problèmes de métrique, il y a des problèmes d'agrégation, etc. Il est clair que la logique finalement de la dynamique de la gestion d'IFAC dans le temps pour couvrir d'autres domaines de mesure de la qualité se pose. Il y a aussi une logique d'éviction, parce qu'on va faire trop d'efforts sur ces indicateurs et pas sur les autres. Évidemment, c'est un problème important et je laisserai peut-être Étienne le commenter. Je voudrais juste finir sur le dernier élément qui est évidemment, là j'ai parlé d'incitation, évidemment, l'hôpital c'est une organisation. L'objectif c'est de faire progresser un collectif de travail, pas simplement de mesurer des indicateurs de performance. Donc les efforts sont à la fois, à consentir sont à la fois organisationnels, repenser les processus, je crois qu'Étienne a pas mal insisté là-dessus, et managériaux, conduire les changements, et l'effet des incitations monétaires ou autres sera d'autant plus durable dans le temps pour maintenir le niveau de performance que ces changements se seront effectivement produits. Je vous remercie. Après cette intervention qui, pour être académique, n'en est pas moins précieuse pour nous en termes d'interrogation, on m'a demandé d'être plutôt en réaction sur les propos qui ont été tenus ce matin. Alors, en 4 points, si vous le voulez bien. D'abord, mon avis global sur le sujet, bien sûr. La question qui se pose, pourquoi pas l'avoir imaginé au moment où nous avons mis en place la réforme de la T2A? Aujourd'hui, l'intérêt des IFAC, voire d'autres modèles. Et puis demain, si les parcours se concrétisent, eh bien, qu'en sera-t-il de ces évolutions? Et donc, quelques points, si vous le voulez bien, sur ce sujet. Le vert. Bien. La qualité est donc un enjeu incontestable qu'évidemment nul ne conteste, et qui, malgré tout, et ça vient d'être dit, est revendiquée comme sienne. C'est le sujet, en fait, de valoriser la qualité de la prestation de l'individu par rapport à la qualité d'une prestation plus collective, qui peut être une prestation hospitalière, mais qui, bien entendu, n'est pas exclusivement une prestation hospitalière. Et donc, on voit que même dans le travail que nous menons aujourd'hui, et même dans les évolutions qu'on peut imaginer aujourd'hui, nous avons entendu les uns et les autres que demain, ce travail serait mené sur les soins de suite, voire sur la psychiatrie, mais effectivement, nous serons toujours sur un schéma qui sera un schéma non pas transversal, mais longitudinal, et sans doute, et ce sera, vous vous en doutez, la fin de mon propos, de penser les choses de manière beaucoup plus intégrée. Une approche comportementale difficile, la preuve, c'est qu'en fait, lorsque nous avons mis en place la T2A, on nous a dit oui, mais la T2A c'est uniquement quantitatif, où est le qualitatif? C'est exact, où est le qualitatif? Et qu'aujourd'hui, quand on pose la question, et l'étude a été faite à l'instant on nous en a parlé auprès des professionnels sur l'adhésion, eh bien, l'adhésion n'est pas aussi totale que cela, alors qu'en fin de compte, elle semblait être l'un des défauts majeurs pour les professionnels de la mise en place de la T2A. Chacun regarde bien entendu ce sujet avec un œil différent, avec ses propres déterminants, mais quoi qu'il en soit, la qualité s'impose aux régulateurs. Pour des motifs économiques, je ne reviens pas sur le coût de la non-qualité, pour des motifs de démocratie, parce que c'est un élément de démocratie sanitaire que celui de mettre en œuvre la qualité et surtout de la faire connaître, de faire savoir. Et je pense qu'en fait, c'est très important. Et puis, troisième point, l'État est gestionnaire de l'offre, directement dans un certain nombre de cas, indirectement la plupart du temps. Et cette qualité et ces enjeux contraignent à la fois le régulateur central et le régulateur régional. Décidément. Voilà. Dans ces divers axes contractuels qui peuvent être faits au niveau national, mais également au niveau local, et notamment au niveau de la contractualisation avec les ARS. Je reviens sur
les informations qui doivent être mises à disposition. Là aussi, on est pour le régulateur central comme pour le régulateur régional, parce qu'il faut également fournir une information qui soit dans la finesse de ce qu'attendent les usagers en termes de système d'information. On voit bien qu'en fait, les usagers sont intéressés par ce qui se passe au niveau territorial et plus globalement peut-être, mais sans doute de manière moins intime pour ce qui se passe au niveau national. Et enfin, troisième grand point, l'adaptation de l'offre de santé et de l'offre de soins au sein de l'offre de santé. Et puis, ça contraint également les professionnels, évidemment. On a longuement évoqué le sujet de la valeur symbolique, mais cette valeur symbolique doit être reconnue, faute de quoi elle risque malgré tout de s'assécher ou du moins de ne pas être vécue comme suffisamment valorisée. Et puis, c'est un élément très fort de concurrence. Et donc, la qualité, me semble-t-il, est effectivement une priorité. Nos concitoyens sont exigeants de plus en plus, informés de plus en plus, et pour nombre d'entre eux, même dans leur exercice professionnel, concernés par l'exercice de la qualité. Et donc, je pense que c'est eux qui deviendront sans nul doute l'un des régulateurs fondamentaux du système de demain au travers d'un choix qui est pour eux éclairé. Alors, rapidement, si vous le voulez bien, la qualité en santé, une spécificité, complexité, un univers de valeurs et de responsabilités partagées, une reconnaissance par le client final qui porte sur des points qui ne sont pas tous reconnus de manière identique. C'est vrai que pour les uns, la satisfaction est une chose, mais cette satisfaction, et on le voit bien dans tous les indicateurs de satisfaction, eh bien, passe par des vecteurs qui sont très différents les uns des autres, qui n'obéit pas aux lois habituelles du marché et qui, bien sûr, est loin d'être acquise collectivement et, même si elle est revendiquée, individuellement. Et puis, une qualité qu'il faut faire valoir, à mon avis, c'est-à-dire lui donner de la valeur, c'est-à-dire quelque part la financer, et puis qu'il faut faire savoir, parce qu'encore une fois, ça participe à l'égalité de la connaissance et donc à la démocratie en santé. Alors la normalisation et les normes, puisque c'était la question. Une inflation de normes réglementaires, c'est ce que nous connaissons, avec des exigences prescriptives. Souvent d'ailleurs, le plus petit dénominateur commun pour que les choses puissent se faire, qui devraient être renouvelées et mettre à jour régulièrement, qui nécessitent un consensus, et de ce fait, la mise en place des normes, ça prend du temps. Ce n'est pas toujours exempt de manipulation, quoi qu'on en dise, et c'est ce qui fait d'ailleurs l'obsolescence de celles qui existent. Toutefois, soyons clairs, quand je dis obsolescence, je pense à des normes comme celle de 56, qui continuent à s'appliquer dans un certain champ de l'hospitalisation aujourd'hui, qui est le champ des cliniques privées, norme de 56, que je vous conseille de relire attentivement, notamment dans le champ de la psychiatrie, et par ailleurs, l'exigence normative que je reconnais, et nous voyons sortir récemment des normes, notamment sur la radiothérapie, que personne, me semble-t-il, ne conteste, et au contraire, on se dit que sur des champs aussi spécialisés que ceux-ci, eh bien la norme est absolument nécessaire. Alors il y a une confusion entre la notion de norme avec une exigence prescriptive, une sanction, un contrôle, et puis les normes que je qualifierais de volontaires, qui est la notion de normalisation. Et donc ces normes volontaires qui vont vers une exigence et la normalisation qui va vers une cible, les deux, je crois venir de vous le dire, ne s'opposent pas dans mon esprit. La loi peut prescrire un objectif, la normalisation, les moyens pour l'atteindre, sans même que ces moyens soient imposés, ce qui n'enlève pas l'obligation sur un certain nombre de champs de disposer de normes prescriptives. L'amélioration régulière, ce terme à lui seul ne porte pas de sens. L'amélioration, je viens de le dire, ça peut être aussi la normalisation et le chemin régulier vers la cible. Mais il se fait comprendre comme étant une véritable dynamique ayant pour objet
soit un produit, soit un service. Et l'amélioration de la qualité est un objectif poursuivi et modélisé dans tous les champs, et notamment dans le champ de l'entreprise. C'est ce qui vient d'être dit précédemment. Et donc, ce qui est important aujourd'hui, et ce sur quoi je voudrais venir à présent, c'est le comment. Pourquoi choisir entre normes, normalisation ou amélioration régulière? À mon avis, la norme signifie obligation, c'est rassurant et c'est nécessaire. Je voudrais à cet égard d'ailleurs évoquer le caractère rassurant de la norme, et ça n'est pas anodin, c'est tout à fait symbolique. Il faut également, en amélioration, trouver les ressorts et créer l'incitatif. Il faut, à mon avis, valoriser pour faire valoir. Et si telle est la réponse, et c'est mon avis, sous quelle forme, par quel vecteur valoriser, autour de quelle référence et avec quel système. Hier, des normes, je l'avais dit. Hier, les classements, qui étaient les classements des établissements privés en 1978, qui effectivement étaient une forme de normalisation, je passe rapidement. Et aujourd'hui, lors de la T2A. En fait, pourquoi la qualité n'a pas été mise en place en même temps que la réforme de la T2A? Il faut être clair, la complexité de la réforme sur la T2A était suffisamment importante pour qu'en fin de compte, on n'y mêle pas en même temps une deuxième réforme qui était celle de la mise en place de la qualité. Et par ailleurs, nous avions ensemble comme option qu'en fait, les tarifs n'étaient pas un bon vecteur du sujet de la qualité, notamment lors de la mise en place. D'abord parce que le tarif est un vecteur mal lisible sur la qualité, et vous voyez bien qu'aujourd'hui, la valorisation du tarif qui bouge justement en fonction des éléments de la régulation prix-volume sur l'ONDAM et sur l'ODMCO, vous voyez combien le fait de faire bouger la valorisation des tarifs est déjà complexe à exprimer. Si en plus cette valorisation incluait la qualité, alors quand le tarif baisse, c'est parce que les tarifs baissent de fait de la régulation économique, ou est-ce que c'est du fait d'une baisse de la qualité pour ces établissements? Il est donc très important, me semble-t-il, de faire que ces deux éléments-là soient disjoints. Et donc, il était évident que la prise en compte de la qualité était nécessaire, mais je dois reconnaître que nous ne l'avons pas fait parce que ça nous paraissait difficile de le faire dans le cadre de la mise en place de la T2A. Et puis, depuis, bien entendu, il y a eu un certain nombre d'éléments, et notamment la mise en place des indicateurs dans les établissements qui permettaient de jeter la base de ces éléments qualitatifs qui puissent être pris en compte. Et puis, il y a, malgré tout, ne l'oublions pas, un certain nombre d'incitatifs dans les ARS visant à la qualité, à la fois dans le monde hospitalier, mais également dans le monde de la médecine de ville. Je pense à la région dans laquelle j'ai exercé un temps, qui est la région Languedoc-Roussillon, dans laquelle nous avons créé une cellule régionale d'appui à la qualité et à la pertinence, dans lesquelles les professionnels hospitaliers et libéraux travaillaient sur un modèle qui était les revues de morbimortalité, qui étaient les retours d'expérience, qui étaient les réflexions sur des comportements, sur un certain nombre d'actes. Il y en a eu d'autres ailleurs, sous d'autres formes. Et donc, c'est vrai que c'est multidimensionnel pour l'indicateur qualité, mais c'est également multidimensionnel dans les efforts qui sont faits par l'ensemble des acteurs. Et alors, le comment demain? Demain, nous aspirons à la mise en place de parcours qui commencent à voir le jour peu ou prou. Nous parlons d'une tarification au parcours, même si aujourd'hui, dans le cadre de la loi santé, nous sommes malgré tout sur des champs très, très limités qui n'ouvrent pas complètement à cette notion de parcours. Et je pense qu'en fait, il faudra penser dans ces cas-là à des incitatifs pour chaque acteur récompensant son intérêt à agir dans la mise en place de la chaîne de soins. Ça veut dire qu'il faudra savoir dire que l'indicateur de qualité n'est pas uniquement l'indicateur hospitalier, mais peut-être la capacité pour l'hôpital d'externaliser un certain nombre d'éléments permettant en fin de compte que sur la chaîne de soins, on soit sur la qualité
de l'ensemble du process et non pas, encore une fois, comme je le disais au début de mon propos, uniquement sur des segmentations qui ne soient pas transversales. Et puis, dernier point, bien sûr qu'il faut aller vers l'approche résultat, c'est plus compliqué, mais il faut aller vers l'approche résultat à la fin du processus et l'approche parcours au sein d'un établissement bien sûr, mais également demain à l'extérieur de l'établissement nécessiteront une réflexion sur le résultat à la fin du parcours. J'entendais effectivement les usagers évoquer ce sujet. Eh bien oui, la satisfaction sur une prothèse de genou, ça n'est pas la sortie de l'hôpital, c'est incontestablement 3 mois après pour que l'on sache comment les choses se sont passées. Alors, je vais passer très vite sur les 2 diapos qui suivent pour en arriver effectivement à ma conclusion, si vous le voulez bien. Il faut améliorer régulièrement le procédé de mesure. C'est ce qui va être fait, je crois, avec l'évolution des indicateurs. Ne reproduisons pas la notion de normes, mais elles sont nécessaires. Améliorons l'incitatif. Il doit être financier. La valorisation est quelque chose qui permet également de reconnaître, et donc je pense que c'est nécessaire. La vertu à elle seule ne suffit pas. Gardons, me semble-t-il, cet incitatif hors des tarifs, surtout si ces derniers devaient inclure d'autres éléments. Je fais un aparté pour vous dire qu'il a été un temps où, notamment, le sujet précarité a été débattu et qu'on disait qu'un certain nombre d'établissements avaient une population précaire plus importante. Eh bien, là aussi, nous nous sommes refusés à inclure la notion de précarité dans le cadre des GHS. Pourquoi majorer une valeur sur une prestation d'éléments qui sont des éléments disjoints, qui sont effectivement le fait qu'on ait affaire à une population précaire ou le fait qu'on ait à faire mieux en termes de qualité. Et donc, je pense qu'il faut garder cet incitatif hors des tarifs. Surtout, évaluons l'impact de cet incitatif, parce qu'il faudra, le cas échéant, le réorienter. Et sans doute, des études d'ores et déjà nous montrent que, eh bien, s'il n'a pas un effet important, il est malgré tout fondamental. Et donc, je vous dirais pour conclure, c'est vrai qu'on a déjà avancé, mais avançons. Ça veut dire ne nous posons pas trop de questions, sinon on en reste encore aux normes de 56 et ce serait fort dommage. Relisez-les. Merci beaucoup, Martine, pour cette présentation. Je dirais, pour amorcer la discussion, que la question, ça ne semble pas avoir posé de difficultés intellectuelles sur le fait de maintenir une incitation à la qualité. Donc, à travers toutes vos réflexions, vos débats, ça semble être un principe acquis. Je comprends très bien qu'elles doivent être indépendantes des tarifs. Ce serait inaudible pour les patients. Ça aboutirait à des médecines à plusieurs vitesses. Et je comprends très bien que ça ne puisse pas se parler par là. Mais dans le contexte actuel, qu'on ne peut pas passer sous silence, des difficultés du monde des professionnels de santé, que ce soit au sein des établissements hospitaliers ou en ville, en ambulatoire, est-ce que ces discours sont audibles ou est-ce que ce n'est simplement reçu que comme un effet d'aubaine pour pouvoir avoir des ressources supplémentaires? C'est la première question. Et la deuxième question, vous avez parlé tous les deux de concurrence, mais est-ce que dans le monde de la santé en France, hormis peut-être la situation entre établissements publics et privés sur un même territoire, est-ce que cette notion de concurrence se pose réellement et peut être réellement un moteur incitatif en France quand on voit la manière dont tous les professionnels sont actuellement plutôt débordés et très peu en quête de patients nouveaux? Attends, c'est sérieux ce que tu poses là comme question ou pas? Il y a combien d'hospitaliers dans la salle qui veulent répondre? Je veux dire, il y a un véritable état de concurrence interhospitalière, oui, c'est clair. C'est évident. Intersecteur, intrasecteur. Ce qui se passe, c'est que la T2A a eu aussi un effet de restructuration, au sens
ou des établissements hospitaliers publics, je pense que le cas de Mme Sorrentino est assez illustratif, se sont rendus compte que tout seuls, ils ne s'en sortaient pas. Bon, et donc ils ont commencé à se dire, et on a peut-être intérêt à mettre des ressources en commun. Mais dans un premier temps, souvent, d'abord, dans une logique, effectivement, de se dire, je préserve mon outil et j'essaye de le développer dans une perspective concurrentielle. Donc oui, il y a une situation de concurrence, alors qui a ses limites, puisqu'il y a, il y a concurrence sur le régime des autorisations. Enfin, il n'y a qu'à voir les bagarres qu'il y a sur les autorisations octroyées par les ARS. Et c'est certain que l'obtention d'une autorisation te met dans une position concurrentielle par rapport à un autre. Il y a concurrence quand les établissements hospitaliers publics achètent des robots chirurgicaux qui ne sont pas financés. Parce que s'ils ne les achetaient pas, ils ne feraient plus de prostate, ils ne feraient plus rien du tout. Donc, bien sûr qu'il y a concurrence. Est-ce que, pour le moment, est-ce que les classements, ça joue sur la concurrence? Oui, je pense que ça joue, oui. Les classements qui sont publiés par les... Je pense que ça joue à la marge, parce que tous les Français vont pas, tous les Français de toute la France vont pas y chercher à aller se faire soigner dans le meilleur établissement en faisant 500 km. Mais les classements, oui, jouent. La publication de données, effectivement, sur les établissements joue. Ouais. La concurrence joue. Oui, enfin, mais je veux dire que la concurrence, elle joue aussi sur la qualité. Ça joue aussi sur la qualité. Ça veut dire que les établissements aujourd'hui, dans un certain nombre de situations, eh bien, sont vigilants, puisqu'en fait, justement, il y a concurrence. Et donc, ils sont vigilants sur la qualité. Et un autre point, je pense que la tarification à l'activité n'a pas été faite exclusivement pour la qualité, évidemment, vous l'avez bien compris, mais en même temps, elle a agi sur un certain nombre de sujets sur le domaine de la qualité. Je pense notamment à la réduction des durées de séjour, qui peut être un élément qualitatif qui n'est pas contestable dans la plupart des indications. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes effectivement dans une situation de concurrence et que cette situation de concurrence tire vers le haut le sujet qualitatif, d'ores et déjà, plus encore demain, mais d'ores et déjà. C'est donc un secteur qui n'échappe pas au marché. C'est donc un secteur qui n'échappe pas au marché et on peut espérer que cette régulation par la qualité permettra... On appelle ça de la concurrence administrée. Hein. Il y a d'autres secteurs où la concurrence régulée. Hein. On n'est pas dans une logique pure de marché dans la mesure où il n'y a pas... si on était dans une logique pure de marché, il y a pas mal d'établissements hospitaliers publics qui étaient en déficit, qui auraient été obligés de fermer. Donc on n'est pas dans une logique de marché. Non, Nous allons passer... Je voudrais aller dans le sens de ce qu'a dit Martine. Je pense qu'effectivement, ça tire, ça force les établissements à réfléchir sur la qualité pour plein de raisons. Pour des raisons qu'a évoquées Étienne, travailler sur des processus organisationnels pour être plus efficients. Ça les force à réfléchir à comment mieux s'organiser. Mais ça les force aussi à travailler dans une optique de montrer la qualité de leur offre au niveau des populations desservies. Alors, ce qui parfois n'est pas facile, hein, parce qu'il y a un hôpital est quand même un peu prisonnier finalement de sa zone d'attractivité du point de vue... voilà. Donc, ce n'est pas évident en fait de faire ça. Mais oui, bien sûr, ça pousse à ça. Et ça pousse... oui, ça va dans le bon sens. Alors, peut-être pas dans le sens complètement des indicateurs IFAC, mais IFAC rajoute des signaux, en fait, qui vont dans le sens d'amélioration de la qualité sur les prises en charge, par exemple, et probablement aussi d'amélioration des processus organisationnels, donc de l'efficience. Voilà. Donc, il y a quand même... oui, ça... Nous allons passer aux questions de là-bas. Madame, monsieur... Madame. Oui, bonjour. Donc, docteur Frédéric Allaire de l'ARS Poitou-Charentes. Je voulais poser une question à Madame Aoustin. Vous nous avez précisé qu'il fallait essayer de penser les choses de manière intégrée. Donc ça, c'est une première donnée. Que la norme était rassurante et qu'il fallait trouver une amélioration par des voies incitatives. Mais il me semble que dans cette réflexion, on a écarté un autre régulateur qui est en fait le juge. Et quand on élabore de la jurisprudence, et je pense à un arrêt du Conseil d'État d'avril 2011 qui donnait une valeur normative à un référentiel de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé, donc le juge transforme une valeur incitative d'amélioration à la qualité
En l'occurrence, je fais référence au référentiel de bonne pratique édicté par la HAS, et le transforme en référentiel normatif. Comment vous pensez que justement on peut penser les choses de manière intégrée avec ce troisième régulateur? Alors bon, le juge, un régulateur sans doute avec un impact, est-ce qu'on peut le qualifier de régulateur? C'est un régulateur entre guillemets global, social. Mais ce que vous dites est tout à fait exact. En même temps, on peut dire que ce qui est exigé là, ça n'est pas une norme en tant que telle, puisque les référentiels ne sont pas des normes, ce sont par définition des références. Et donc en fait, le sujet était ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait d'aller vers ce chemin. Et donc, chaque acteur est amené à faire la démarche pour aller jusqu'au référentiel de bonne pratique. Et dans ce cadre-là, effectivement, le juge, lui, se dit que, puisque l'ensemble de la communauté scientifique a pensé que c'était ainsi qu'il fallait faire, eh bien, c'est pour lui sa référence. Ce qui ne veut pas dire non plus pour lui que c'est une obligation. C'est-à-dire qu'il aura une vision du sujet qu'il aura à traiter, notamment en prenant en compte cet élément de référence. Mais aujourd'hui, la référence médicale ne donne pas lieu, de la part de l'État, à une sanction. Qui a le micro? Oui, là-bas. Oui, Pascal Landin, je vous parle en tant que directeur informatique international, parce que ça fera une des raisons de la question, et l'autre en tant que président de À vivre sa fin de vie, une organisation que j'ai héritée de mon père qui a fondé le mouvement pour le droit de mourir dans la dignité. La question qui se pose pour moi, c'est, après vraiment plusieurs années d'admiration pour le travail de l'ANS et des gens qui interviennent à chacun de ces congrès, pourquoi on ne parle pas des 50% d'actes médicaux considérés inutiles dans les 6 derniers mois de la vie, alors que ça représente 2/3 du budget d'une vie entière médicalisée. Et pourquoi il n'y a pas de critères de qualité? C'est pas moi qui le dis, c'est l'Observatoire national de la fin de vie. Et l'autre question, qui est du même acabit, on sait très bien que le dossier médical personnel, s'il était généralisé au niveau national, éliminerait au moins 20% des coûts de santé par le croisement et le suivi des médecins des actes précédents. Pourquoi cela n'est pas dans les actes de critères de qualité des institutions? Sur le premier point, monsieur, vous évoquez le sujet de la pertinence. Et donc, évidemment, un sujet compliqué de fait, mais qui aujourd'hui est pris en main au travers de la mise en place de ces indicateurs quand même que nous évaluons là, parce que ces indicateurs ne sont pas anodins, notamment les indicateurs d'infection, les indicateurs, etc., prennent en compte ce sujet. Le second sujet, monsieur, c'est qu'à l'hôpital, si vous faites des actes inutiles, vous alourdissez le coût, et donc c'est parce que vous n'avez pas très bien compris le système de la tarification à l'activité au GHS. Et le troisième point, me semble-t-il, et qui est assez fondamental, j'allais le dire, c'est peut-être qu'au niveau territorial, au niveau des professionnels, eh bien, on pousse une logique, je suis désolée d'y revenir, mais la cellule d'appui à la pertinence ou des choses comme ça qui sont prises en main par les professionnels pour qu'en fin de compte, ils s'interrogent sur leur propre comportement entre partenaires, me paraît quelque chose également de nature à faire évoluer les choses dans le domaine de la pertinence. Et puis, on a bien entendu tous les référentiels que nous évoquions tout à l'heure. Gérard. Oui, juste un mot sur le premier point. Certains d'entre nous avaient suggéré au moment de la mise en place de la T2A qu'une partie de cette mise en place pouvait se faire pour un certain nombre d'activités relativement, on pourrait dire, protocolées, standardisées, et sous la forme effectivement de contrats sur 5 ans, de contrats d'activité sur 5 ans en fait, associant
une rémunération effectivement à l'acte, au volume plutôt, mais aussi au respect d'un certain nombre de critères de qualité, et notamment de pertinence en fait, des indications posées. Bon, pour des raisons diverses, cette solution n'a jamais été mise en place, mais c'est une solution qui permet du coup de faire le lien entre qualité et incitation économique. En fait, là, le prix, il y avait l'idée de mettre en place éventuellement un tarif progressif, progressif ou dégressif en fonction des volumes, mais surtout de faire rentrer les établissements dans le cadre, au fond, c'est une autorisation avec un contrat, quoi. Hein. On pourrait d'ailleurs, dans le cadre des autorisations, imaginer que l'octroi d'une autorisation soit fait, et c'est un peu le cas, hein, il me semble, d'ailleurs dans les ARS, hein, Martine, soit fait sous exigences, effectivement, portant sur des aspects de bon usage et de pertinence. Alors, peut-être pas, dans l'autorisation, je ne sais pas, peut-être, mais sans doute dans la contractualisation. Et ça, je veux dire, c'est un des vecteurs de portage de l'élément qualitatif qui est très fort, et notamment de l'élément qualitatif que nous évoquions tout à l'heure, qui est celui de la coordination. Et je voudrais revenir sur quelque chose qui me paraît fondamental, que j'ai peut-être passé un peu vite dans mon propos. Ce qui est important, c'est effectivement la transversalité, ça veut dire le fait pour un établissement de savoir à un moment externaliser le patient et le placer dans une situation de prise en charge qui est plus adaptée pour lui et qui est sans doute de meilleur confort. On prend une dernière question, je suis désolé, mais le temps est compté et il va falloir arriver à la conclusion de cette matinée. Donc une dernière question. Oui, bonjour. J'interviens en tant que présidente de l'association Apaisée, qui est une association pour les patients souffrant d'une maladie rare qui s'appelle la syringomyélie et la malformation de Chiari. J'interviens parce que je suis assez contente d'entendre dire qu'il y a de la compétition entre les établissements quand on sait que cette maladie a une particularité qui est la douleur, que pour des patients souffrant de douleurs neuropathiques un rendez-vous dans un centre antidouleur, il faut compter 8 mois à 10 mois. Donc le critère de performance d'accès aux soins ne serait-il pas pertinent également dans les critères d'évaluation, d'une part, et d'autre part, effectivement, j'ai souligné qu'il y avait une incitation de notation de la chaîne de soins, ce qui, dans des pathologies rares, comme celle que je représente, avec 8 ans à 10 ans d'errance médicale, est particulièrement important. Merci, madame. Écoutez, je tiens à remercier les intervenants pour la richesse de leur débat.